Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre la chanson Interurbain de Philippe B. Alors, on va regarder ça ensemble. Je vais commencer par une petite analyse de la chanson, juste pour comprendre dans quoi qu'on s'embarque. Je pense que c'est important de comprendre les chansons qu'on fait quand on interprète une chanson. Ça permet d'avoir une meilleure interprétation, ça permet de nous plonger dans l'œuvre, dans l'univers de l'artiste, dans son langage musical. Donc c'est pas juste de lire des notes puis de faire quelque chose sans comprendre ce qu'on fait. C'est toujours important pour un musicien, je pense, de comprendre qu'est-ce qu'il fait. Et ça implique de comprendre c'est qui l'artiste, qu'est-ce qu'il veut dire dans son œuvre, c'est quoi le style, c'est quoi le genre. Ça permet vraiment de nous approprier l'œuvre. Alors je vais faire une petite analyse. Ensuite de ça, je vais jouer la chanson au complet. En fait, je vais jouer le pattern principal parce qu'en fait, cette chanson-là est construite sur un pattern qui se répète. Donc, je vais juste jouer le pattern principal parce qu'une fois qu'on a appris le pattern principal, on a juste à le répéter jusqu'à la fin de la chanson. Et en fin de compte, je vais expliquer en détail comment jouer la chanson. C'est parti. Alors, Interurbain, c'est une chanson de l'artiste Philippe B. B pour Bergeron, son nom d'artiste Philippe B. Qu'on retrouve sur son dernier album, je crois que c'est son 5e album paru en 2017. C'est une chanson, si vous allez l'écouter sur YouTube, vous allez avoir le vidéoclip. C'est une chanson qu'on pourrait dire indie folk, ce qui va assez avec le style de Philippe B. Donc Philippe B est un originaire de Rouyn-Noranda, c'est un Abitibien. Qui demeure à Montréal, donc c'est un urbain. Et c'est un urbain qui vient de la région. Puis la chanson, c'est exactement de ça qu'elle parle. En fait, c'est un dialogue entre Philippe B qui demeure à Montréal et un de ses amis ou une connaissance, on ne sait pas exactement qui, mais qui est resté en Abitibi. Et donc, ou qui est resté en région. On ne sait pas trop, mais c'est un dialogue entre un gars de la ville et un gars de la région. Le gars de la région prétend que la ville c'est pas beau, etc. Et la chanson, dans le fond, c'est le gars de la ville qui essaie de lui montrer que oui, il y a de la beauté aussi en ville, puis il y a de la beauté un peu partout si on sait la trouver. Donc on peut dire que on peut dire que cette chanson-là, c'est une sorte d'apologie du vivre et laisser vivre. Alors, je dis indie parce que c'est une chanson folk à la guitare, donc guitare acoustique, chanson un peu à texte, mélodie quand même, c'est une mélodie qui est quand même assez cute, sans grande prétention, on parle de l'anodin. C'est une chanson guitare-voix tout simple, mais Philippe B quand même a twisté ça un peu en ajoutant quelques accords qui proviennent du jazz, des accords un accord demi-diminué, mineur 7 bémol 5, une descente avec une modulation, donc on change de tonalité, ce qu'on retrouverait pas dans une chanson folk un peu plus classique. Donc c'est pour ça que je parle d'un côté un peu plus moderne, indie. Le côté indie aussi, on l'a dans les paroles, évidemment, c'est un sujet, la confrontation, urbanité, régionalité, donc c'est un sujet plus d'actualité. Donc voilà, ça nous met un peu dans le paysage, là, en contexte, là, à quoi on a affaire. Et donc ça peut nous aider pour notre interprétation de vraiment comprendre la chanson. Donc on se lance. Tu trouves que Montréal, ça manque de poésie, on voit pas les étoiles comme en Abitibi, pis que tu te vois mal vivre dans un 3,5, loin des nuits boréales, dans la poussière et le bruit. Mais tu sais, la beauté se cache un peu partout, il faut l'apprivoiser pour qu'elle vienne jusqu'à nous. Toi, quand vient le mois d'août, tu cueilles
Donc voilà, on a analysé un peu qui était Philippe B, c'est quoi son style, d'où il vient, qu'est-ce qu'il raconte un peu dans sa chanson. Donc là maintenant on va passer à la technique musicale pour apprendre la chanson. Comme vous l'aurez peut-être remarqué, chose importante, j'ai mis un capot pour cette chanson-là. Donc c'est une chanson qu'on dit transposée. C'est-à-dire que quand on joue la guitare sans capot, on est en tuning original ou en accordage de base. Donc Mi, La, Ré, Sol, Si et un autre Mi aigu. Et donc ça c'est notre accordage normal. Et l'accord qu'on va jouer ici, notre premier accord, c'est notre accord de Mi. Je vous le montre ici, là, on a le quatrième doigt, le troisième et le deuxième sur la troisième corde. Donc faut pas oublier, on nomme nos cordes j'ai toujours trouvé ça bizarre là, parce qu'en piano ça fonctionne pas comme ça, mais en guitare on nomme les cordes de bas en haut, donc de l'aigu vers le grave. En piano on nomme les notes toujours c'est encore du bas vers le haut, mais sur la partition, hein, le bas c'est le grave, le haut c'est l'aigu. Donc de bas en haut on va du grave à l'aigu. Là de bas en haut on va de l'aigu au grave sur la guitare. C'est le contraire, mais c'est comme ça que ça fonctionne officiellement. Donc la première corde c'est la petite, la deuxième, la troisième c'est notre corde de Ré, oui. La cinquième c'est la corde de la sixième c'est la corde de Mi. Donc j'en reviens à mon capot. Donc pour jouer la chanson de Philippe B dans sa tonalité originale, lui il la joue en Fa dièse majeur. Donc il faut qu'on passe de Mi, qui est l'accordage à vide, donc sans capot. Il faut que je puisse faire mon accord de base et que ça sonne Fa dièse. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais installer mon capot sur la deuxième frette. Et donc, la frette ici, ma grosse corde, c'est un Fa dièse. Et donc, quand je vais venir jouer mon premier accord de base, ça va être Fa dièse. Donc, je vais être dans la bonne tonalité. Donc, j'installe mon capot. On se rappelle que pour installer le capot, il ne faut jamais le mettre au milieu de la frette. Idéalement, il faut le mettre le plus proche de la frette supérieure, donc la frette la plus aiguë, sans la cacher, sans embarquer par-dessus. Donc on ne veut pas embarquer par-dessus la frette. Vous voyez là, on la voit à l'écran, donc je remarque qu'on la voit. Donc c'est parfait, c'est comme ça qu'on va installer un capot. Et en passant, nos doigts, c'est comme ça qu'il faut les placer aussi sur le manche le plus possible. Le doigt dans le milieu de la frette, c'est pas l'idéal. On va essayer de venir pincer la corde près de l'autre frette. Évidemment, on ne touche pas à la bordure de métal qu'il y a entre l'entre-deux frettes. On ne touche pas à ça. On s'en va juste à côté de la bordure supérieure. Donc c'est là en fait que la corde résonne le mieux quand on la pince. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de faire attention à ça. Juste un petit rappel au niveau de la prise. Moi je suis assis en ce moment sur une chaise droite. Le dossier est pas idéal. J'aimerais ça avoir éventuellement une chaise avec un dossier plein. Si vous pouvez avoir une chaise à 90 degrés mais confortable avec un dossier plein, un bon support, les jambes, les deux pieds sont posés au sol, les genoux sont à 90 degrés, le dos est droit, la guitare est bien à côté sur nous, à côté sur notre jambe. Ici, moi c'est ma jambe droite, gauche pour vous à l'écran. Et donc, on essaie d'avoir une position très confortable. Le plus important, c'est le bras qui va venir ici tenir, faire les notes sur le manche. Donc, ce bras-là, on veut qu'il soit détendu le plus possible. Le pouce vient se placer derrière le manche, les doigts devant. Et on veut pas que le poignet soit cassé, ni d'un sens, ni de l'autre. Sauf pour certains accords, là, certaines prises. Là, il va falloir faire ce qu'un de mes profs appelait la prise batte de baseball. Donc ça, c'est une prise qu'on va adopter quelques fois. Donc le poignet, la main est vraiment plus à côté. C'est parce qu'on veut venir jouer avec notre pouce ici. Mais normalement, quand on joue pas avec le pouce en haut, mon poignet, vous voyez, il se replace parfaitement droit. Ma main est droite. Donc le poignet est dans l'axe de l'avant-bras. Et clouc, les doigts se referment sur le manche. On veut pas avoir le coude trop écarté, hein? On veut pas avoir le coude pogné par en dedans non plus. Le bras est dans la continuité du corps. Le coude est idéalement à 90 degrés aussi.
Donc c'est comme ça qu'on va s'éviter des blessures. Moi j'ai une tendinite au bras gauche et je dois faire des étirements. C'est parce que pendant des années j'ai entretenu une mauvaise posture à la guitare. Donc de grâce, n'adoptez pas une mauvaise posture à la guitare. Parce que si vous voulez pas vous ramasser comme moi à devoir payer des centaines de dollars d'ostéopathes, de physiothérapeutes, de massothérapeutes et d'exercices assez pénibles à faire, de grâce, adopter une bonne posture à la guitare. Et le plus important, c'est la force avec laquelle on vient pincer les cordes. J'avais un professeur, le même professeur de guitare là, dont j'ai parlé, il me donnait un bon truc, c'est que vous allez tout d'abord juste muter, étouffer la corde avec votre doigt. Et, vous voyez, ça joue pas. Et là, vous allez peser progressivement jusqu'à ce que la corde commence à sonner. Quand elle commence à sonner puis qu'elle sonne bien, hein, pas entre les deux, là, elle buzz encore. Là, elle buzz, c'est pas bon. On va peser un petit peu plus fort. Donc là, elle sonne. Donc quand elle sonne, vous avez la pression parfaite. Il faut pas plus. Et ça, il faut s'en rappeler constamment. Donc, un exercice qu'on peut faire, c'est ça souvent, c'est on fait un accord, on mute. Donc là, je mute les cordes sur lesquelles je suis. Et là, je vais venir appuyer progressivement jusqu'à ce que ça sonne bien. Quand ça sonne normalement, ça veut dire que j'ai la bonne pression, il n'en faut pas plus. Donc, j'ai pas besoin de serrer ma guitare là, comme un malade. Et c'est ça que j'ai fait moi pendant des années. Et ça m'a créé toutes sortes de tensions dans le bras. Donc, il faut faire très attention. Et c'est le bras, là, ça part du poignet, tout l'avant-bras, le haut du bras, l'épaule, et ça remonte jusqu'à l'omoplate, mes problèmes. Donc, ça va loin. Donc, on fait attention d'avoir une bonne posture quand on joue. Donc, on revient à notre chanson. Alors, j'ai mis un capot, deuxième fret, et les accords de cette chanson-là, si je l'ai dit de façon transposée. Quand on met un capot à la guitare, on parle de manière transposée, c'est-à-dire qu'on va écrire, moi je me suis fait une lead sheet, mais en fait une chord sheet, c'est-à-dire une partition d'accords assez simple. Quand on vient écrire nos accords, on va les écrire de façon transposée, c'est-à-dire que on fait avec le capot. Donc c'est pas ce qui est écrit là, c'est pas exactement ça qu'on joue. Ce qui est écrit là, c'est ce qu'on jouerait si on n'avait pas le capot. Comprenez? Donc, si je lis un E ça veut dire Mi. Donc, si je lis un accord de Mi majeur, en réalité, avec mon capot qui est placé sur la deuxième fret, le capot transpose l'accord deux demi-tons plus haut, pardon, donc un ton plus haut. Donc, de Mi, on passe à Fa dièse. Donc, ça va sonner Fa dièse, mais sur la partition, on écrit Mi. Donc, sur la partition, vu qu'on a le capot à la deuxième fret, c'est comme si on écrit un ton plus bas que ce qu'on joue, ou vous pouvez le voir inversement, on joue un ton plus haut que ce qu'on écrit. Donc, c'est une façon plus simple de le voir. Pourquoi? Parce que l'accord que je fais, la position que je fais ici, c'est une position de Mi. Si j'ai pas mon capot, vous vous rappelez, tantôt, j'ai dit mon accord de base ici, ça, c'est un Mi. Puis je pourrais la jouer en Mi, la chanson, là. Mais, Philippe B, lui, c'est pour sa voix, hein, c'est probablement une question de... vous voyez, j'ai mis mon capot un peu trop haut, donc je le baisse un petit peu pour qu'on voit la frette. Donc, Philippe B, lui, qui est un chanteur probablement baryton, donc entre le ténor et la basse, lui, ça serait trop grave pour lui de la faire en Mi. Donc, le capot, souvent, nous sert à ce qu'on appelle transposer des chansons, donc les mettre dans des tonalités qui vont mieux fitter avec ma voix. Vous voyez, vous l'avez peut-être entendu quand moi je l'ai chanté, c'est grave pour moi. Moi, je suis un ténor, je suis vraiment un ténor. Je suis ténor leggere pour dire exactement, donc j'ai une voix assez aiguë, qui peut monter assez aiguë. Donc pour moi, ça serait même trop grave. Moi, j'irais la faire ici, la chanson. Donc, mais c'est la même position, c'est toujours la position de Mi. Donc c'est comme si je faisais un accord de Mi majeur. C'est ça qui est pratique avec le capot, c'est qu'il vous permet d'avoir toutes sortes de positions, en fait la même position, mais dans toutes sortes de tonalités. Donc là, on va se remettre dans la tonalité originale. C'est comme ça que je vais vous montrer la chanson.
Et donc le premier accord, c'est donc, je vais toutes les dire de façon transposée, les accords. Donc en réalité, c'est un Fa dièse majeur, mais là, je parle de manière transposée. Donc là, premier accord, c'est un Mi. On va juste faire nos accords au départ. Notre deuxième accord, c'est un Ré dièse 7. On peut le jouer comme ça. Mais si on écoute bien le disque, Philippe B vient le jouer dans une position un peu moins conventionnelle et plus difficile à faire d'ailleurs. Comme ça. Donc, il faut mettre la septième. Donc on a le pouce. Le pouce est sur la cinquième, septième, sur la huitième fret. On a le quatrième doigt. Moi, je nomme mes doigts en doigts de pianiste. Hein. Pour moi, le pouce, c'est toujours numéro 1. Piano, c'est mon instrument. Donc là, je sais que les guitaristes, le pouce n'existe pas, là, ce qui est un peu bizarre parce qu'on vient faire des accords avec le pouce des fois. Donc là, je vais dire mon doigt numéro 1, c'est mon pouce. Le quatrième doigt vient se mettre sur la cinquième corde. Donc là, on est toujours dans la même fret, la huitième. La septième fret, on vient placer le majeur. Et l'auriculaire vient se mettre sur la troisième corde dans la huitième fret. Et sur la cinquième corde dans la quatrième fret, dans la sixième fret sur la cinquième corde, on vient mettre notre index. Donc c'est comme cet accord-là. Là, ça sonne très mal, donc il ne faut pas faire sonner la petite. La petite, on la fera pas sonner, la première corde. Donc, c'est comme cet accord-là. Donc, c'est un accord 7. Hein, on entend le bémol 7. Ça, c'est un bémol 7. Donc, c'est un accord majeur. Mais il manque le bémol 7. Donc, c'est un accord qu'on appelle de dominante. Donc, on vient mettre le pouce pour rajouter une tonique. En fait, c'est une quinte qu'on rajoute. Donc, ça serait de pratiquer cet accord-là, qui est l'accord le plus difficile de toute la chanson. Son deuxième accord. Donc, premier accord. Son deuxième accord, il vient le faire ici. Ensuite, troisième accord, on a un accord barré. Moi, j'appelle ça les petits barrés. Ça, c'est ma façon de les appeler. Les gros barrés sont en haut, les petits barrés sont en bas. Il y a même d'autres qui sont encore plus bas. Donc, moi, j'appelle ça les petits barrés. Là. Donc, si vous barrez sur la sixième fret avec l'index, et encore une fois, il faut se rappeler la pression. On ne veut pas avoir une pression de malade. C'est ça qui est plus difficile avec les barrés, c'est que les barrés exigent plus de pression, donc on vient pincer plus fort avec le pouce. Faites des exercices pour vous entraîner la force de vos doigts, parce que c'est très important de développer sa force dans ses doigts pour jouer de la guitare. C'est un instrument qui exige beaucoup de force dans le bras et dans les doigts, surtout la guitare acoustique. La guitare acoustique, c'est la pire. Ben, la 12 cordes acoustique, c'est la pire. Mais l'acoustique 6 cordes, c'est la deuxième pire là, en termes de force exigée. Faites réparer votre guitare, ayez un manche bien aligné, des cordes bien alignées. Moi, j'ai pris des lights aussi. Ça aide de prendre des cordes plus légères pour pas avoir à trop forcer le bras. Donc, le troisième accord, donc c'est un accord de Do dièse mineur. Je vous rappelle, je parle toujours de manière transposée. Donc, de manière non transposée, il faudrait que je le considère comme un accord un ton plus haut, donc ça serait un Ré dièse mineur. Mais bon, là, de façon transposée, c'est un Do dièse mineur. Donc, on a la sixième fret barrée. On vient placer sur la quatrième corde notre quatrième doigt, notre annulaire. Notre cinquième doigt sur la troisième corde et notre troisième doigt, le majeur, sur la deuxième corde, donc comme un accord barré classique, mais ce que j'appelle les petits barrés. Et il est mineur. S'il était majeur, moi, ma façon de le faire, c'est comme ça, là, avec mon petit doigt. J'ai un petit doigt qui peut se plier assez bien, mais il y en a qui vont mettre les trois doigts dans la frette aussi. Donc ça serait majeur. Moi, j'aime mieux le faire comme ça. C'est mieux pour moi, parce que j'ai un petit doigt qui se prête mieux, puis je les ai appris comme ça. Donc, le mineur, il vient se faire comme ça.
ici. Ensuite, on a un accord renversé. Donc, un accord renversé, c'est un accord dont la basse, dont la note la plus grave, n'est pas la tonique. La tonique, c'est la note qui donne son nom à l'accord. Donc, j'ai un accord de Mi. Donc, la tonique, c'est Mi. Mi, Sol dièse, Si, Mi majeur. Donc, c'est un accord de Mi majeur. Mais la basse, c'est Si. Donc, on va l'écrire comme je l'ai écrit sur la partition. Là, je ne sais pas si vous allez le voir à l'envers, mais c'est E/B. Ça veut dire Mi, basse, Si. Donc, c'est un accord en premier renversement qu'on appelle. C'est un accord majeur premier renversement. C'est le Mi basé sur son Si. Donc, il sonne comme ça. Donc, on joue juste pas la grosse corde. On va jouer à partir de la cinquième. Vous voyez? Donc, ça, c'est mon troisième accord. Ensuite de ça, on a un accord demi-diminué. Donc, mineur 7, bémol 5. En l'occurrence, Si bémol, mineur 7, bémol 5. Donc, la façon de les faire, ces accords-là, c'est toujours la même position. Vous voyez, ça fait toujours des accords mineur 7, bémol 5. Tu sais, souvent on entend ça en jazz. Ils sont très jazz, ces accords-là. Blues aussi. Donc ça, c'est un emprunt au jazz et au blues. Et ça vient colorer aussi, comme on a dit dans l'analyse. Ça vient rajouter son côté indie. Mais je vais l'expliquer un peu plus en détail quand je vais parler de l'enchaînement exact. Là, je fais juste voir les accords, la position des accords un après l'autre. Donc le 1, 2, 3, 4, 5. Le cinquième accord, je ne me trompe pas, le 1, 2, 3, 4, 5. Le cinquième accord de la chanson, c'est notre Si bémol mineur 7 bémol 5. Donc, on place sur la troisième frette, donc celle qui est juste à côté du capot, parce qu'on a placé notre capot sur la deuxième. Donc à quelque part, notre première frette, une fois qu'on a placé notre capot, mais je nomme quand même les frettes là, selon leur vrai numéro. Donc, sur la troisième frette, cinquième corde, on va placer notre index, deuxième doigt. Sur la quatrième corde, on vient mettre notre quatrième doigt. Sur la troisième corde, on vient mettre notre majeur dans la troisième frette. Donc là, excusez, le quatrième doigt, il est dans la quatrième frette. Troisième doigt, il est dans la troisième frette. Cinquième doigt est dans la quatrième frette et sur la deuxième corde. Donc je répète. Troisième frette, deuxième doigt. Quatrième frette, quatrième doigt. Troisième frette, troisième doigt. Et quatrième frette, cinquième doigt. Et ça sonne comme ça. On ne joue pas la grosse. On joue à partir de la cinquième corde. Ça nous permet d'aller à notre accord de La majeur. Un accord assez facile, hein? C'est un accord de base comme le Mi, le La. Donc ici, on est tous dans la quatrième frette. Donc, on place le troisième doigt sur la quatrième corde, le quatrième doigt sur la troisième corde et le cinquième doigt sur la deuxième corde. Et on joue à partir de la cinquième corde. Accord de La majeur. Ensuite de ça c'est notre sixième accord. On revient au Mi majeur, donc l'enchaînement classique qu'on apprend souvent au départ, là, quand on apprend la guitare. Et le dernier accord qu'on n'a pas vu encore, c'est un accord de Si-7, donc dominante de Si, ou Si dominante, ou Si-7, il y a plusieurs façons de le dire, donc B7. Donc, Si majeur, il sonnerait comme ça. Hein? Parfait majeur. Si, Ré dièse, Fa dièse. Mais là, je rajoute un La. Le La, c'est mon bémol 7. Si, Ré dièse, Fa dièse, La. Et là, le La. Je peux même jouer la grosse corde pour celui-là, mais il va être renversé. Il ne sera pas sur son Si. Il va être renversé sur sa quinte, son Fa dièse. Parce que ça, ici, vous vous rappelez, c'est un Fa dièse. Mais, je dis n'importe quoi, là? Non, c'est bien la quinte, c'est ça. Exactement. Donc, ça va être le Fa dièse. Là, je parle dans les vraies notes, hein? Pas de façon transposée, quand je nomme mes notes d'accord, là.
Donc, on vient barrer la quatrième frette, c'est un accord barré. Ensuite de ça, on place le quatrième doigt sur la quatrième corde. La troisième corde, elle est barrée, donc il n'y a pas d'autre doigt qui se met dessus à part l'index qui barre. Et le cinquième doigt vient se mettre sur la sixième frette aussi, sur la deuxième corde. Donc on a juste deux doigts à mettre, à part barrer notre quatrième frette. On vient mettre dans la sixième frette, on vient mettre le quatrième doigt sur la quatrième corde et le cinquième doigt sur la deuxième corde. Et donc, ça sonne comme ça. Donc ça, c'est très classique, hein? Ça permet de faire l'enchaînement 5-1. 5-1. Bon. Alors là, on a vu tous les accords un après l'autre. Donc, je vous ai montré la position. La première chose à pratiquer, c'est juste de les enchaîner pour être confortable entre les accords. Donc, notez-vous les accords que je vous ai montrés. Donc, l'accord de Mi, l'accord de Ré dièse 7, l'accord de Do dièse mineur, l'accord de Mi basse Si, l'accord de Si bémol mineur 7 bémol 5, l'accord de La, l'accord de Mi, là on l'a déjà vu, on revient à ça, l'accord de Si7 et l'accord de Mi. C'est ça son pattern. Donc, on pratique le pattern des accords enchaînés un après l'autre. Donc, ce que je proposerais de faire, ça serait de... On joue avec un pic, hein? Moi je joue cette... Ben, il joue aussi avec un plectre. Je ne remontrerai pas ici comment on prend le pic, mais rentrez pas dans vos cordes en malade non plus. Hein? Le pic doit dépasser un petit peu. L'index et le pouce sont perpendiculaires. Bon. La main est à l'aise. Donc on commence par notre Mi. On peut faire juste des coups par en bas si on veut. On peut y aller plus lentement. Puis ensuite, juste aller venir pratiquer l'enchaînement ici. Là. Ça c'est le plus difficile. Là. Donc. Je pratiquerai ça, là. Mais il faut le pratiquer plus lentement. Donc. Une fois que vous avez pratiqué vos accords séparément, vous venez pratiquer l'enchaînement entre les accords. OK? La première étape, ça serait de les pratiquer séparément. Prenez chaque accord que je vous ai montré, pratiquez-les tous un par un. Vraiment pour qu'ils sonnent bien. Puis vous grattez votre guitare, vous grattez l'accord. Je veux entendre toutes les notes comme du monde. Les notes qu'il faut qu'ils sonnent, bien sûr. Hein? Les notes qui doivent... J'ai échappé mon pic. Les notes qui doivent sonner. Hein? Donc, dans chaque accord, j'ai montré celles qui doivent sonner. Il y a des notes qu'on doit des fois muter ou ne tout simplement pas jouer. Donc, il ne faut pas les jouer. Donc, quand un accord, on dit qu'il sonne bien, c'est-à-dire que toutes les notes, toutes les cordes qui doivent sonner sonnent sans buzzer. Donc, vous mettez la bonne pression, le bon niveau de pression. Rappelez-vous de ne pas trop peser. Sans les muter non plus. Donc, il faut les entendre. Il ne faut pas peser trop fort. Il ne faut pas qu'elles buzzent. Il ne faut pas que les cordes qu'on n'est pas supposé jouer jouent. Donc, il y a tout ça à se rappeler quand on fait un accord à la guitare. Donc, pratiquez vos accords séparément. Ensuite, pratiquez l'enchaînement. Donc, on enchaîne. Oups, vous voyez là, il ne faut pas aller jouer la petite, sinon ça donne un accord très bizarre. Donc, la petite, dans le deuxième accord, on la veut pas. Donc, puis là, vous voyez, ma grosse, elle buzz. Fait c'est une position assez difficile. Comme j'ai dit dans l'analyse, c'est une toune de niveau intermédiaire. C'est pas une toune facile ou très facile. Là. On est dans du niveau intermédiaire pour faire des positions comme ça, enchaîner avec des positions normales, enchaîner avec des barrés, avec un riff, avec deux voix dans le riff. Je vais vous montrer plus tard, il y a deux voix dans ce riff-là. Donc, c'est pas quelque chose de ultra simple. Bon, ensuite de ça, on passe à notre autre accord. On passe. Donc, c'est de venir les enchaîner avec un rythme. Peu importe combien vous les faites durer, l'important c'est que
l'enchaînement se fasse continuellement, sans hésitation et toujours dans le tempo. Ta, 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 ta. Vous voyez, là, je me suis un peu trompé, donc faut repratiquer. 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Donc, vous comprenez pourquoi il a fait ce voicing-là? Parce que ça lui permet de faire... Ça, c'est ce qu'on appelle la conduite des voix. Donc ça, c'est super important, c'est une notion d'arrangement. Il a construit ses accords pour faire cette belle ligne-là de basse qui descend. Voilà, quand on arrive... Là, ici, il n'y a pas quelque chose de particulier, mais quand on arrive ici... On pourrait même avoir... Dans la chanson, on pourrait même rajouter un corps ou un instrument moyen et grave qui ferait cette ligne-là, qui soutiendrait cette ligne-là. Lui, il a décidé de laisser ça simple. On est dans du folk très très basic au niveau de l'arrangement. Donc c'est guitare, voix, merci, bonsoir. Mais on peut quand même faire des choses intéressantes, donc une ligne de basse qui descend, puis c'est ça qu'il est allé faire. Donc, donnez-vous un rythme. La chanson est en métrique 6-8. On rappelle, la métrique 6-8, c'est 6 croches par mesure. 6 veut dire qu'il y en a 6. 8 veut dire que c'est des croches. Donc, le chiffre en haut indique le nombre de temps par mesure. Le chiffre en bas, dans mes chiffres indicateurs, là je parle des chiffres indicateurs. Dans mes chiffres en bas, on indique la valeur de chaque temps. Quand c'est un 8, ça veut dire que c'est des croches. Pourquoi 8 croches? Ça veut dire que... Pourquoi? Parce qu'on se base sur la ronde. La ronde, c'est 1. Donc, si j'avais 6-1, ça voudrait dire qu'il y a 6 rondes dans une mesure. Si j'avais 6-2, il y a 2 blanches dans une ronde, donc j'aurais 2 blanches par mesure. 6-4, 4, il y a 4 noirs dans une ronde. 1 étant la ronde, ma référence. Donc, il y a 2 blanches dans une ronde, 4 noirs dans une ronde, 8 croches dans une ronde, 16 doubles croches dans une ronde, etc. Donc, dans la métrique, les chiffres indicateurs, le chiffre du bas indique la valeur en figure de note de vos temps. Donc 8, ça veut dire que c'est des croches. Donc quand je joue ma mesure, c'est 6 croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il faut en arriver à ça. Vous n'êtes pas obligé de partir à cette vitesse-là. Donnez-vous une vitesse plus lente. Et là, vous remarquerez qu'on a fait un accord par mesure. Donc là, on va voir le rythme harmonique et ça va nous permettre d'enchaîner à la leçon suivante. Donc, tantôt, quand on a pratiqué l'enchaînement des accords, on a travaillé un accord par mesure en comptant 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos 6 temps de croche. Un accord par mesure, donc c'est comme si je faisais un accord là, un accord là, un accord là, un accord là. Mais vous voyez, la chanson, il y a des accords qui durent 4 mesures. Ici, ce que je me suis noté ici, c'est qu'il y a 2 accords qui durent une demi-mesure. Donc, il y a 2 accords dans la mesure. Chacun dure 3 temps de croche, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est dans ma descente, la fameuse descente qui est quasiment une descente chromatique, un peu de basse. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le rythme harmonique. Le rythme harmonique, c'est la vitesse à laquelle je change d'accord. D'une autre manière, on peut dire c'est le temps, que ce soit absolu ou que ce soit relatif, c'est-à-dire compter en figure de note, le temps que dure chaque accord. Donc, il y a des accords qui durent plus longtemps que d'autres, et ça, je vais vous dire, ça permet de varier énormément, parce que combien il y a de chansons qui existent avec les mêmes accords, mais qui sont différentes. Comment ça se fait qu'ils sont différentes? C'est grâce au rythme harmonique. Je peux faire une chanson à 3 accords, hein? L'accord de 1, Mi, je suis en transposé encore, hein? Mi, l'accord de 4e degré, La, l'accord de 5e degré, Si,
prends ces 3 accords-là, je peux faire 10 000 chansons différentes parce que je pourrais décider de prendre, pourquoi pas, un temps par accord. 2, 3, 4. Donc là, maintenant qu'on a travaillé chaque accord séparément, hein, premier exercice, c'était de travailler chaque accord séparément. Vraiment d'aller les jouer. C'est pour ça qu'il faut les pratiquer d'ailleurs. Ça, c'était le deuxième accord. Ça, c'était notre premier exercice. Vraiment d'aller pratiquer tous nos accords. Plus lentement s'il le faut. Là, moi, c'est facile parce que j'ai plus d'habileté. Mais si vous avez de la difficulté à bien les faire sonner, prenez vraiment le temps de bien faire sonner chaque accord. Ensuite, c'est l'enchaînement. Donc là, j'avais donné un exemple de un accord par mesure. Je pense que c'était une bonne façon de le pratiquer. Donc, un accord par mesure en 6-8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis on peut donner un coup à chaque 3 croches. Donc, 2 coups par mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, j'aurais de la pratique à faire pour cette technique-là. Même le prof doit pratiquer. Ça. Je travaille mon enchaînement. Donc là, dans la troisième partie, maintenant, ce qu'on va voir, c'est ce que j'appelle le riff. Donc le riff, c'est la façon dont on va jouer les accords. Parce que c'est bien beau de dire j'ai cet enchaînement d'accords-là et ce rythme harmonique-là, mais il y a une façon de les jouer. Donc ici, dans la chanson Interurbain de Philippe B, on a une technique qui est empruntée à la musique folk et à la musique country. C'est-à-dire qu'on va aller jouer une basse avec les cordes graves et on va venir accompagner la basse avec un accord, un accompagnement de notes harmoniques plus aiguës. Donc souvent, on va entendre des choses comme ça, là. Ça vient de la chansonnette, aussi de la chanson française. Il y a beaucoup cette technique-là. Tout ce qui est folk, chanson française. Là, on est dans une chanson ternaire, hein, donc on compte, on a un multiple de 3, notre nombre de temps, c'est 6. Donc, la façon de jouer, c'est qu'on va aller pincer la grosse corde, puis on va aller venir s'accompagner. Donc, ta, ta, ta. On commence par ça. Ta, 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 ta. Grosse corde. 5e corde. Grosse corde. 5e corde. Faites-le à répétition quand même avant de pogner le vrai riff. 1, 2, 3 et 4, 5, 6 et 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Évidemment, on n'est pas encore à la vraie façon, donc on pratique ça un petit peu. Puis la vraie façon, c'est ça. Donc il fait 6e corde, 5, 6. Donc ta, ba, au, ba, au. Deuxième basse, ba, ba. Ba, ba, au, basse, ba, ba. Ba, ba, au, ba, au. Ba, ba. Ba, ba, au, ba, au, basse. Tac, accord, basse. Les 2 derniers coups, je les donne en baissant. Donc, tac, 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 basse, basse, et basse, et basse. 5, 6e corde. 5, 1. Mais ils ne sont pas égales. Donc là, il y a un shuffle. Donc, un shuffle, c'est-à-dire que si j'avais des croches, des doubles croches, parce que c'est 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 1 et 2, ça c'est des doubles croches, mon accompagnement ici. Mais mes doubles croches sont pas égales, mes doubles croches sont swingées ou en shuffle, donc ça fait ta 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 ta
la différence, je vais vous le jouer avec des doubles croches égales, qu'est-ce que ça donnerait? Vous voyez, c'est tout égal. Tum, ta 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 tum, ta ta tum, ta 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 tum, ta ta. Moi, ce que je veux faire, c'est que je vais aller les soigner mes doubles croches. Donc, je vais faire tan tan ta tan ta tan 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 ta tan ta tan tan ta. C'est comme si je compte en triolet. Donc, ça donne un petit swing. Oups. Donc là, c'est d'aller l'enchaîner après, hein? Là, je pense que lui, il fait... Donc ça, c'est vraiment la partie la plus difficile. C'est celle qu'il faut répéter, même y aller plus lentement. Puis là, on a tendance à vouloir les faire égales, nos doubles croches, faut faire attention. Là, c'est d'aller chercher le deuxième accord. En faisant attention hein, de ne pas frapper la petite corde. Donc, c'est pas assez à mon goût. On répète. Ma descente plus lentement. Encore. C'est vraiment aller la chercher ici. Je pense qu'il commence. Je pense qu'il commence comme ça. Je vais juste confirmer. Donc après confirmation, donc je faisais l'inverse. Donc il faut faire plutôt ta 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 ta. Aussi, là des fois il fait pas tout le temps, des fois il fait juste ça comme les autres accords, mais des fois il va faire, si vous écoutez bien la chanson, des fois il fait, il va faire, excusez, petite variation dans la basse. Donc pour la faire, on fait 5e corde grosse, et là au lieu de faire ta, 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 les deux coups derniers, ta, ta, on les remplace par à vide, la 5e corde à vide, on remet le doigt. Je crois qu'il fait ça plus à la fin de la chanson. Pour apporter une petite variation.
Et là, c'est très important ici à noter quelque chose. Vous remarquerez en écoutant la chanson que Philip B, il est pas systématique. Il fait pas exactement ce riff-là à chaque coup. Il fait pas son riff parfait. Des fois, il va faire... Des fois, il va les inverser. Des fois, il va juste faire... Mais grosso modo, la plupart du temps, il va faire... Et oui, on a une chanson populaire, folk. Dans le monde du folk, on est dans un univers qui n'est pas strictement rigoureux. On ne veut pas faire exactement la même chose tout le temps. On y va au feeling. Probablement que la chanson a été enregistrée en une seule take, c'est-à-dire sans overdub, comme on dit en bon français, c'est-à-dire sans pistes qui ont été ajoutées par après. Donc, la façon que je soupçonne que ça a été fait, c'est que on a miké la guitare, donc ils ont disposé des micros pour capter la guitare, probablement 2 micros pour la guitare, un rapproché puis un éloigné pour la pièce, et un micro pour la voix. Et donc toute la chanson a été enregistrée en une seule prise. Bon, évidemment, ils ont fait plusieurs prises, là, mais je veux dire, il n'y a pas d'overdub, il n'y a pas de pistes qui ont été rajoutées. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait la guitare toute seule parfaitement, puis ensuite on coupe, après ça on s'en va enregistrer la voix séparément. Tout a été enregistré ensemble. Ce qu'on appelle en fait un enregistrement live. À ne pas confondre avec un enregistrement live voulant dire devant public, là, c'est live mais en studio. Donc quand on dit enregistrer live en studio, ça veut dire que on enregistre tous les instruments en même temps. On va essayer de disposer, de faire une prise de son qui évite d'avoir que les micros captent les sons des autres instruments le plus possible. Mais c'est pour avoir vraiment un son plus organique, plus naturel, ce qui est propre à ces musiques-là, hein, tout ce qui est folk, country, puis même dans le rock. Dans le rock, des fois, quand on veut avoir un son plus naturel, dans le jazz, ça c'est une obligation si vous voulez faire du jazz ou de la musique classique, c'est de l'enregistrement live qui se fait toujours. C'est très très rare qu'on utilise les pistes en différé, là, les overdubs. On enregistre live en studio. Donc c'est quelque chose qui vient de la musique organique, de la musique traditionnelle, du jazz, du classique. Des fois en rock, on utilise les overdubs. Des fois on va faire les pistes de base, on va rajouter des overdubs après. Mais là, pour une chanson simple comme ça, juste guitare-voix, ben ça donne un côté qui est naturel. Donc voilà, c'était ça pour Interurbain de Philip B. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter en commentaire en dessous du vidéo. Oubliez pas que la pratique d'un instrument, la pratique de la musique, c'est quelque chose qui peut être parfois frustrant. On voudrait aller vite, on voudrait que tout se passe instantanément, connaître la tune tout de suite. Mais dites-vous que c'est des heures et des heures de pratique. Puis si je peux vous donner un conseil, c'est faites-en un petit peu le plus possible dans votre semaine. Donc faites-en un petit peu 5 fois minimum par semaine. Ne serait-ce qu'une pratique de 15 minutes des fois, c'est suffisant. Vous allez revenir le lendemain, vous allez voir une différence. Il faut du temps au cerveau pour apprendre ces choses-là, parce qu'on parle d'une mémoire, musicale, mais aussi une mémoire des gestes. Apprendre la musique, c'est une mémoire du cervelet, hein, en arrière. Le cervelet, c'est la partie de notre cerveau qui s'occupe de la mémoire des gestes. Donc c'est la même chose pour apprendre un sport aussi très technique. Mais apprendre des gestes aussi précis, aussi fins qu'un instrument de musique, vous avez vu, je me suis trompé à différentes reprises en vous le montrant parce que moi, j'ai pas pratiqué des heures et des heures là, pour apprendre la chanson. Mais si, mettons, j'avais à la faire en studio ou en spectacle, je la pratiquerais évidemment plusieurs jours. Donc, pas juste cette chanson-là, là, je pratiquerais mon spectacle plusieurs jours, mais donc j'aurais pratiqué cette chanson-là l'équivalent de 1 heure ou 2 réparties sur peut-être 1 ou 2 semaines de pratique pour bien l'avoir comme du monde. En plus, en ajoutant le chant, il faut que je maîtrise les paroles, que je les fasse miennes, que je maîtrise aussi le phrasé vocal, donc intégrer la voix après ça. Séparer les choses, donc faites-vous une semaine de pratique, dites-vous... Bon, pour les premières pratiques, je vais juste pratiquer mes accords séparés.
Puis, tant que vous n'êtes pas à l'aise avec ça, restez-y avec ça. Restez avec la première étape. N'essayez pas de brûler des étapes. La pire chose qu'on fait quand on pratique la musique, c'est de brûler des étapes. Donc, restez-en à cette étape-là. Quand vous êtes satisfait de cette étape-là, passez à la deuxième étape. Enchaînez vos accords. Donc, un accord par mesure, comptez vos 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez les compter à haute voix. Vous pouvez vous mettre un métronome ou les compter tout simplement dans votre tête. L'important, c'est que l'enchaînement se fasse de façon fluide. Donc, si vous avez de la difficulté à enchaîner les accords, ralentissez le tempo. Toujours un truc à se souvenir, de toujours pratiquer les choses lentes avant d'aller vite. On veut pas aller à la même vitesse que la chanson. La chanson, le tempo est assez allant. Là. C'est pas presto, mais c'est pas lent non plus. Donc, pratiquez plus lent que la chanson. Puis la troisième étape, ensuite, une fois que vous aurez fait bien les 2 premières étapes, rajoutez le riff en tant que tel. C'est de pratiquer le riff qui va être le plus difficile. Donc là, allez-y vraiment plus lentement. Puis travaillez vos enchaînements d'accords. Puis si vous avez des questions, des difficultés, n'hésitez pas. Je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux le plus vite possible. Merci, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant.